Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous allons au bord du lac de Nantua avec vous, Florence Aubenas, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes grand reporter au Monde et vous publiez L'inconnu de la Poste aux éditions de l'Olivier. C'est une enquête sur un crime. S'il fallait présenter sommairement la chose, je dirais qu'en fait, il y a trois protagonistes. Il y a tout d'abord Catherine Burgot, 41 ans, qui est préposée à la poste de Montréal-la-Cluse, dans l'Ain, donc, et qui a été retrouvée morte, violemment poignardée. Et le deuxième protagoniste de cette enquête, c'est donc ce village, Montréal-la-Cluse, qui est situé dans la Plastique Valley, où vous avez mené une enquête au bord du lac de Nantua. Et puis, le troisième personnage, c'est Gérald Thomassin, qui est acteur, qui a obtenu un César et qui a été accusé de ce meurtre, le meurtre de Catherine Burgot, et resté également en prison pour avoir été accusé de ce meurtre, puis finalement innocenté. Au début, tout cela a débuté pour vous, Florence Aubenas, par un article que vous avez publié donc dans Le Monde. Qu'est-ce qui vous avait intrigué à l'époque ? On est donc en août 2014 et je suis de permanence au journal, donc au Monde. Et alors, c'est vrai qu'au Monde, il n'y a pas de ventilateur, mais l'actualité est tellement ralentie en août dans les journaux qu'on croit en entendre les pales tourner dans les différents services. Et c'est là que le téléphone sonne, hein, comme dans les polars justement. Et l'assistante me dit, voilà, c'est une dame qui dit qu'un de ses amis est accusé injustement de meurtre. Cette dame travaille dans le cinéma, fait des castings, et cette personne accusée est un acteur. Donc je me demande où ça se passe. Immédiatement, on pense Hollywood, Festival de Cannes, etc. Non, on est effectivement dans le Haut-Bugey, un tout petit village, 3900 habitants, un bourg peut-être. Et ce Gérald Thomassin, donc, est mis en cause dans ce meurtre d'une postière. Il habite en face. Il s'est installé là, justement, pour être au vert et prendre du recul. Et ce meurtre le rattrape. Et donc, c'est vrai qu'en août, il n'y a pas tellement d'actualité. Et je me dis, allons donc dans le Haut-Bugey. Je ne connaissais pas moi non plus, ni Nantua, ni Montréal-la-Cluse. Voilà, c'est une bande, vous voulez expliquer, une bande de terre qui va donc de la Suisse à la France, qui est encaissée. C'est une vallée entre les monts Jura et l'Ain. Et donc, c'est vraiment une vallée. C'est un endroit assez particulier parce qu'elle a fait de cette géographie son atout. C'est-à-dire que là se sont installées toutes les industries plastiques françaises et c'est devenu un pôle d'excellence. Alors, curieusement, on le sait peu et c'est un élément important parce que c'est un pays, je m'en suis rendu compte, qui se raconte peu. Et ça a été une chose importante dans cette enquête, c'est-à-dire que c'est la Plastique Valley, c'est un pôle européen, c'est le premier pôle européen sur le plastique, donc c'est vraiment un lieu important. Et évidemment, en arrivant là, je me dis, tiens, je vais regarder, il y a bien eu une thèse universitaire, il y a eu un bouquin qui raconte ça. Rien du tout. Bon, il y a quelque chose sur la sauce Nantua, quand même. Sur la sauce Nantua, oui. Voilà, puisque la sauce Nantua, elle vient de... Voilà. Elle vient de là. Mais alors, sur la Plastique Valley, rien du tout. Et donc, les gens parlent peu. C'est un pays, ils le disent eux-mêmes, on est des taiseux. Et donc, ce meurtre, finalement, j'arrive dans ce village et non, je ne sais pas. Voilà, c'est ça qui, d'une certaine façon, aussi m'a accroché dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a ce village qui ne se raconte pas, qui se raconte peu. Et vous dites qu'il y a quand même un mystère là-dedans. Et c'est ce mystère qui vous accroche, qui m'a accroché, moi en tout cas. Alors, la chose étonnante dans ce récit, c'est que l'on découvre qu'il y a donc dans ce village un acteur qui a obtenu le César du meilleur espoir masculin, Gérald Thomassin. On écoute. C'est ma petite sœur qui m'a ouvert. Elle m'avait pas reconnu. Est-ce que je pourrais voir Stéphanie? Moi, je l'avais reconnue. C'est moi, Marc. Là, elle m'a reconnu. Elle m'a fait un gros bisou. J'étais content. Ça faisait 3 ans que je l'avais pas vue. Je vais passer mon CAP. Je vais pas devenir un gangster plus tard. Le César est attribué à Gérald Thomassin dans Le Petit Criminel. Je remercie tout le monde qui est présent ici. Je remercie Jacques Doyon. C'est que Pierre Hamzala qui est son assistant Marc, je sais plus comment il s'appelle.
puis c'est tout, je sais pas quoi dire. Florence Omnas, dans L'inconnu de la Poste, votre livre publié aux éditions de l'Olivier, vous ne faites pas une biographie de Gérald Thomassin, mais vous présentez cet homme étonnant qui a été casté par Jacques Doyon pour Le Petit Criminel et qui n'était pas du tout destiné à être acteur. Pas du tout. Alors, c'est Gérald Thomassin. C'est à l'époque où il est casté, il a 17 ans. Il vient à peine de les avoir. Et c'est un enfant qui est élevé à la DAS. Donc, curieusement, évidemment, maintenant on dit l'ASE, donc l'assistant. mais la DAS est un nom qui reste et qui marque au fer rouge. Absolument. En réalité. Et donc, il est élevé dans des foyers. Il passe d'une famille d'accueil à un foyer. Sa mère est évidemment toujours vivante. Il l'adore, mais voilà, il ne peut pas l'élever. Et donc, c'est l'époque où le cinéma est à la recherche du réel. Et donc, on caste des gens. On veut qu'un paysan joue un paysan, qu'un misérable joue un misérable, et qu'un petit délinquant, disons, présentons comme ça Gérald Thomassin, joue un petit délinquant. Et donc, il est casté, il emporte le morceau. Et sa mère, qui n'a pas réussi à l'élever, se dit « ça y est, c'est sa chance. La bonne fée du cinéma s'est penchée sur lui. Il va réussir, il est sauvé. Mon fils est sauvé. » Et alors Gérald Thomassin va avoir cette carrière très particulière où il a une véritable carrière d'acteur, c'est-à-dire qu'il est très soutenu par Doyon, très soutenu par Dominique Besnéard, qui est donc ce grand agent des stars, hein, lui-même star d'ailleurs. Il va faire un film par an pendant 20 ans. Donc il a une filmographie importante, constante. Il n'a jamais planté un tournage, comme on dit dans le milieu. Mais à la fois, il a aussi un pied sur les tournages et un pied dans la rue. Et ça, c'est vraiment sa carrière. Donc, petit à petit, il a une vie très marginale dans laquelle il le reconnaît lui-même. D'ailleurs, il le raconte très volontiers. Moi, je suis aussi toxicomane, je vis dehors, voilà. Et cette vie sur les plateaux de tournage. Et ça, c'est vraiment sa particularité. Alors, il se retrouve comment à Montréal-Lacluse ? C'est qu'à un moment, ça va mal, il décroche un peu. Et un de ses copains de la DAS, justement, du foyer, lui dit « Écoute, il faut que tu te mettes au vert. Mon frère habite Montréal-Lacluse. Vas-y, tu vas te reconstruire. » Et donc, il part à Montréal-Lacluse en se disant « Ça y est, je décroche avec tout ça. » Et c'est là où il va se faire accuser de meurtre. Il habite en face de la Poste. Il habite en face de la Poste et vous racontez, Florence Omnas, que c'est un marginal qui boit assez rapidement ses cachets, qui du coup se retrouve sans le sou, et avant de se retrouver sans le sou, il va souvent à la Poste pour retirer sur son compte en banque quelques euros. Il habite dans une maison un peu particulière, il zone avec deux autres copains, Rambouille et Tintin. Par conséquent, c'est un peu un coupable idéal. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il habite mais juste en face, il y a 3 mètres le séparent peut-être de ce bureau de poste. Et en effet, il dépense son argent n'importe comment et il va retirer à cette poste. Donc, c'est une petite poste de village qu'on a gardée pour dire, voilà, les services publics doivent continuer à fonctionner dans les zones rurales. Et donc, il y a une seule employée. Donc, c'est une poste toute petite. Hein, elle doit faire, 25-30 mètres carrés. Il y a le bureau d'accueil, bien sûr. Et la femme qui le tient est Catherine Burgot. Cette jeune femme qui a 41 ans, qui a 2 enfants et qui est enceinte d'un 3e, et qui est la fille d'un... Alors, présentons-le rapidement comme un notable, hein, qui est le secrétaire de mairie, monsieur Raymond Burgot, et qui lui-même, voilà, il a ce rôle important dans le village. Sa fille tient le bureau de poste. Ce sont des gens très installés. Et elle est en plus une très belle femme. Et donc, la grande plaisanterie, hein, très affectueuse, était de dire la moitié des gens qui vont à cette poste, ils vont pour Catherine Burgot. Et donc, elle a ce rôle central dans le village. C'est cette belle femme qui tient le bureau de poste de Montréal-Lacluse. Et Thomassin habite juste en face, donc il va chercher, quand on dit sou après sou, c'est littéralement ça, c'est-à-dire qu'il va retirer 3,14 €, 5,12 € au fur et à mesure où ses finances baissent jusqu'à la fin du mois. Et il habite en face, effectivement. Et alors, c'est un acteur. Donc, c'est un type qui a l'habitude de se mettre au milieu de la photo. C'est pas le gars discret. Donc, quand il boit, vous voyez, un petit village, je le décrivais comme un pays de taiseux. Il s'installe en plein milieu avec sa canette, ses 2 copains, et il ne fait rien pour se faire oublier.
Donc, on le voit, il met sa musique fort. C'est un jeune type qui débarque de régions urbaines et qui se comporte dans un petit village comme il le ferait à Paris, Lyon ou ailleurs. Et donc, évidemment, on se retourne sur lui, ça choque. Tout le monde l'a repéré avant. On n'en dit rien, mais effectivement, quand le meurtre a lieu, tout le monde se dit ça doit être un toxicomane, ça doit être... qui ça peut être? Et oui, Qui parce ça que peut être ce que vous expliquez, Florence Aubenas, c'est que donc c'est un village encaissé dans lequel il n'y a pas d'étrangers, chacun se connaît. Il y a 400 personnes qui sont censées être passées devant la poste le jour de ce meurtre. Et on imagine que ces 400 personnes, on les connaît toutes. Par conséquent, lui va faire office de coupable un peu idéal. Alors, il y a ça, et il y a surtout la configuration qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est donc ce petit village, c'est dans la partie du vieux village, donc c'est vraiment des ruelles, des rues très étroites, c'est des venelles comme ça qui se enchâssées les unes dans les autres. Les fenêtres sont très proches les unes des autres, et on voit qui est là, qui est parti au travail, parce que la fenêtre s'allume, la voiture a bougé. Donc il y a vraiment cette proximité, et c'est ce qui en fait le charme pour les habitants qui y sont. Donc il y a vraiment ça. Et cette poste toute petite au milieu du village a une seule entrée. Donc quand le meurtre a lieu, tout le monde se dit ce meurtrier est forcément rentré par cette porte et ressorti par cette porte avec un couteau et couvert de sang parce que Catherine Burgot était poignardée et la poste s'est transformée littéralement. La phrase qui revient sans cesse, c'est une mare de sang. Et donc on se dit mais on n'a pas vu ce meurtrier rentrer. C'est vraiment le mystère du bureau de poste de Montréal-Lacluse. Et donc, le bruit court dans le village en disant, et c'est ça qui crée une sorte de panique, il y a un couvre-feu virtuel qui se passe à l'époque, où tout le monde dit, voilà, c'est forcément l'un d'entre nous, quelqu'un à qui on dit bonjour le matin et qui est là au milieu de nous. Et donc c'est ce Thomasin qui a un couteau, qui est interrogé par la police, et comme vous le dites, il aime bien être au centre de la photo, donc il ne va pas du tout faire profil bas, et il va se retrouver en cellule pour ce meurtre, avant d'être innocenté. Mais là, je ne sais pas ce que vous voulez en dire. La seule chose que l'on peut dire, parce que ça, c'est ainsi que débute ce livre, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas où est Thomasin. Voilà, alors donc, enfin, moi, je ne le sais pas, peut-être que vous le savez. Moi non plus, j'aimerais pouvoir vous répondre. Et d'ailleurs, j'espère que ce livre fera surgir, je l'espère, des témoignages ou que s'est-il passé. Donc, Gérald Thomasin est mis en cause. Il y a un long parcours judiciaire. Et ce long parcours judiciaire est aussi ponctué. Et c'est ça qui m'a intéressée dans ce fait divers aussi. C'est de dire, voilà, ça n'est pas une histoire qui commence par un meurtre, et à la fin, comme dans ces formidables polars suédois, on sait qui est l'assassin et on se dit ouf, je peux m'endormir en paix. C'est évidemment aussi l'histoire d'un village, aussi l'histoire de la famille de cette victime qui a très courageusement tenu 10 ans en se demandant qui c'est, et qui eux aussi se disent la justice a du mal à trouver, nous aussi on va mener notre enquête. Donc des gens se prennent à cette chose-là, et donc l'histoire se passe comme ça. Donc Gérald Thomasin finit par être mis en cause dans ce meurtre, incarcéré pendant 3 ans, donc un temps vraiment long. Et finalement, dans ce bureau de poste, on a trouvé de l'ADN, des preuves techniques, des choses comme ça, et aucune ne correspond à celle de Gérald Thomasin. Et c'est ce qui va finalement permettre, en tout cas, de le mettre hors de cause. Ça, c'est une sorte de happy end, et puis... Ça devrait être une sorte de happy end. Donc, il y a un dernier acte d'instruction qui va le mettre hors de cause, qui l'a aujourd'hui d'ailleurs mis hors de cause. Et vous savez, quand on enquête comme ça, et c'est vrai que ça a été pour moi aussi une aventure, cette histoire-là, on enquête pendant 6 ans sur une histoire. Vous nouez des gens avec tous ceux, avec des liens avec tous les gens que vous avez rencontrés. Et donc, avec Gérald Thomasin, comme avec les autres, on s'appelle au téléphone, où en est l'affaire, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, un dernier acte d'instruction doit avoir lieu qui va l'innocenter, ou en tout cas qui va le mettre hors de cause. Et donc, on s'appelle la veille, et il me dit, voilà, alors ça, c'est une des particularités de Thomasin, c'est que à chacun de ses connaissances, il va taper 3 sous. C'est comme un réflexe. Donc,
il appelle Doyon, il lui dit, Jacques Doyon, le réalisateur, il lui dit, écoute, j'ai besoin d'un peu d'argent. C'est la seule personne que je connais, par exemple, qui a réussi à taper 20 € à son avocat. Donc, c'est non seulement il ne le paie pas, mais c'est l'autre qui le... Voilà, donc il a cette manière de faire. Et donc, il me dit, voilà, il y a cette reconstitution. Enfin, je vais être mis hors de cause, mais je n'ai pas l'argent du train. Et donc, je lui envoie un mandat postal où il a de quoi s'acheter ce billet. On se fixe rendez-vous devant le palais de justice de Lyon, où doit avoir lieu ce dernier acte, et il n'arrive jamais. Il n'est jamais arrivé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a disparu. Donc, ça fait 1 an et demi que Gérald Thomassin a disparu au moment même où il devait être mis hors de cause. Ce qui, je le rappelle, donc n'est pas du tout logique, puisque normalement, cette histoire devait s'arrêter là. C'est quelqu'un qui a l'habitude de disparaître après les tournages, vous l'avez dit, Florence Aubenas, mais il disparaît pour réapparaître ensuite. Bien sûr, et là surtout, c'était le moins bon moment pour lui, si j'ose dire. C'est-à-dire que lui, il attendait, il avait dit à tout le monde, je vais y aller, ça y est, enfin. Il n'avait jamais douté, finalement, d'être alors, innocent. ça, c'est assez particulier, c'est-à-dire que tout le monde dit, c'est quand même, l'enquête dure depuis 10 ans, on ne sait pas ce qui se passe, il y a de multiples rebondissements dans cette histoire-là. Et le seul qui ne doute pas, c'est lui. Donc, il a fait 3 ans de prison, mais il dit mais je suis sûr que les enquêteurs vont trouver. Enfin, c'est vrai qu'il a. Non seulement il n'appelle pas une association des droits de l'homme pour dire comme c'est injuste, mais il dit je fais confiance aux enquêteurs. Il ne doute pas, mais il disparaît. La suite, vous allez la découvrir dans une vingtaine de minutes. Je mets du suspense, Florence Aubenas. Vous y arrivez très bien. L'inconnu de la Poste aux éditions de l'Olivier. On se retrouve donc en compagnie du grand reporter au monde, Florence Aubenas, dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. Florence Aubenas, vous écrivez peu, voire pas du tout. En fait, je n'ai pas de souvenir d'un article que vous ayez signé sur la politique, voire sur des gens connus. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un type de journalisme que vous avez théorisé dans votre tête, le fait de finalement ne rendre compte que d'inconnus? Non, je ne l'ai ni théorisé, c'est pas un choix je ne ferai pas que ça, mais c'est ce que je préfère, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire, je pense que dès que quelqu'un a un service de communication par lequel il faut passer, ça devient compliqué. Donc oui, je préfère très sincèrement... La politique, par exemple? La politique, je fais beaucoup de reportages politiques, mais c'est de la politique, dans l'élection, il y a électeurs, et je me tourne plutôt vers les électeurs que vers les candidats. Oui, mais justement, ce n'est pas à eux auxquels je pensais en vous posant la question, vous vous en doutez. Non, j'en fais peu, je fais pas de reportages, en tout cas très peu, sur des candidats. Il y a des gens très compétents qui le font. Donc, oui, non, c'est pas ça. D'ailleurs, il y en a un très compétent en face de moi, exactement. Je veux vous exactement. poser une question. Non, mais Frédéric d'ailleurs, Seyss. c'est vrai qu'il y a quand même des occurrences politiques dans vos livres. Je pense à votre livre qui s'appelait En France, qui était une compilation de reportages, justement, me semble-t-il, où vous racontiez que vous rencontriez un électeur du Rassemblement national qui vous expliquait pourquoi il faisait ce choix. Et il vous disait, moi, si je vote pour Marine Le Pen, ça n'a rien à voir avec des conceptions sur l'Europe, avec des grands débats théoriques, philosophiques. C'est quand il y a un type qui passe en voiture avec la musique trop fort et qui vous insulte, c'est là qu'on bascule. Et c'est intéressant aussi pour comprendre la sociologie de ce vote. C'est vrai que je pense que dans un choix électoral, il y a beaucoup plus de données intimes que ce qu'on présente généralement. C'est-à-dire qu'on va dire cette idéologie comme si les grandes questions internationales, la géopolitique, et c'est souvent des raisons qu'on met en avant, alors que c'est parfois les dernières, et qu'il s'agit bien souvent de choix très personnels en fait. En tout cas, on est très loin de la scène politique dans votre livre, L'inconnu de la Poste. Ce livre que vous publiez aux éditions de l'Olivier pour camper, et d'ailleurs le paysage. J'ai dit que vous ne vous intéressiez pas aux gens connus, et j'ai en partie tort, puisque finalement, l'un des protagonistes de ce livre, il est connu, il s'agit de Gérald Thomassin. C'est un acteur, il a obtenu le César du meilleur espoir masculin en 1991, mais là, on le retrouve quelques années plus tard, après le 19 décembre 2008, puisque à cette date, dans ce village du Haut-Bugey, Montréal-Lacluse, Catherine Burgot, 41 ans, qui tient la poste de ce petit village, est retrouvée morte violemment
poignardé, et Thomasin, cet acteur marginal qui habite à quelques mètres de la Poste, est accusé de l'avoir tué. Il va aller en détention avant d'être innocenté. Je ne veux pas en dire trop, il faut s'arrêter où, Je ne Florence sais pas où Aubenas? il faut s'arrêter, mais en tout cas, moi, c'est exactement ça qui m'a fait continuer. C'est-à-dire que quand vous pensez que le mystère est résolu, un autre mystère surgit dans cette histoire-là en particulier, qui fait qu'on se dit « Ah oui, alors il y a ça », et donc le mystère suivant, loin d'éclaircir le précédent, l'épaissit. Et en fait, quand vous me demandiez comment on s'accroche à une histoire, qu'est-ce qui fait que cette histoire-là, vous vous dites « Eh bien, je vais en faire un livre et non pas simplement un article », c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment, vous-même, vous voulez savoir. Alors, vous décidez donc d'en faire un livre, et c'est un livre écrit. Je veux dire par là que l'on voit le Plein de pages, plaisir plein que de vous mots, avez. vous voulez dire? Oui, mais vous voyez bien ce que je veux dire, Florence Aubenas. C'est-à-dire qu'on voit bien le plaisir que vous avez pris à l'écrire et le plaisir qu'on prend à le lire. Ça veut dire aussi qu'on se demande finalement quelle forme de journalisme vous faites. Le journalisme écrit est souvent écrit, mais lorsqu'on prend du plaisir Et le lecteur l'écrire, lit, ça devient autre chose. Absolument. En tout cas, c'est ce que l'on peut espérer. Espérons que l'auditeur écoute. Comment justement les auditeurs qui nous écoutent peuvent essayer de mieux comprendre cette technique d'écriture, parce que c'est très précis, vous restituez des conversations, on voit que vous avez mené une enquête minutieuse. Est-ce que vous avez recueilli ces témoignages? Est-ce que vous avez imaginé la manière dont certains faits se sont produits? Non, en fait, ce que j'ai voulu faire, il y avait un choix de départ, si on parle d'écriture, qui était de savoir, est-ce que je l'écris à la première personne? Donc on voit très bien qui recueille quelques témoignages, comment on leur rapporte, etc. Et je n'ai pas fait ce choix-là parce que je ne voulais pas justement qu'on voit cette histoire à travers mes yeux. Je ne voulais pas être la personne qui vous explique ce qu'elle pense de Thomasin, de ses copains, d'une autre personne mise en cause, etc. Je voulais que le lecteur se fasse lui-même son opinion. Et la manière que j'ai choisi de faire était de reconstituer des scènes à partir, très souvent, 4 ou 5 personnes me les ont racontées. Donc ce n'est pas ni une fiction, ni une reconstitution hasardeuse avec des scènes qu'on prend pour boucher les trous, pour boucher ce qu'on ne sait pas et ce à quoi on n'a pas assisté. Donc les détails sont très précis parce que c'est ceux que j'ai recueillis. Donc ça, c'était quelque chose auquel je tenais. Et si vous voyez chaque scène, chaque passage, vous pouvez voir à travers, en les lisant, à travers eux, quelles sont les personnes qui me les ont racontées. En fait, ils sont à chaque fois très sourcés, c'est-à-dire qu'il y a telle personne, vous savez que c'est en fait cette personne-là qui me l'a raconté. Je reconstitue par exemple aussi beaucoup, et c'est des moments qui m'ont beaucoup touchée. Catherine Burgot, dans cette Poste, avait fait un petit peu son lieu où elle recevait des copines dans la salle derrière, on prenait le café le matin. Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'entre elles, par exemple, qui m'ont raconté comment ça se passait, de quoi elles parlaient. Donc c'est vrai que... Puisque vous racontez la vie de cette femme, qui n'était pas une vie facile, elle avait des interrogations sur son couple, et puis elle était un peu déprimée, elle faisait des tentatives de suicide. Oui, et ça c'était quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que ce groupe de femmes m'a raconté, voilà, le mariage, l'amour, le couple, a été la grande aventure de nos 20 ans, et le divorce, c'est la grande aventure de nos 40 ans. Et donc, il y avait autour de ça toutes ces interrogations de ces femmes de 40 ans, autour de qu'est-ce qu'on fait de notre vie, et qui moi, m'ont beaucoup touchée, à vrai dire. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on vous connaît bien, Florence Aubenas, ou on croit bien vous connaître, parce que finalement, ça n'est pas tellement du gonzo-journalisme. Dans le gonzo-journalisme, c'est un type de journalisme subjectif où finalement, le journaliste se met en scène. Là, vous ne vous mettez pas du tout en scène. Non, je vous l'ai dit une fois encore, parce que ça n'était pas ma façon de voir cette histoire-là. Et au contraire, je pense qu'il fallait que je me retire le plus possible de cette histoire pour laisser toute leur place à chacune des personnes qui en est partie prenante. Donc à la fois d'autres voisines, d'autres... Il y a toute la vie ouvrière aussi de ce bourg que j'ai trouvé importante, intéressante. Ça commence... donc le meurtre a lieu en 2008, donc il y a maintenant 12 ans. Et 2008, c'est la crise économique. Donc il y a tout ce paysage de fond de personnes qui se retrouvent tout à coup licenciées, qui vont passer Noël au chômage. Et ensuite, la vie économique qui reprend.
Et donc la Plastic Valley qui réembauche. Et à ce moment-là, les jeunes gens à qui on propose ces boulots-là disent bah, écoutez, vous nous avez virés, vous avez viré nos parents ont changé de boulot beaucoup de fois. Il y en a un, par exemple, qui dit mon père a eu 5 patrons successifs pendant ces 10 années, dont l'un a failli être chinois. Donc ça décrivait vraiment cette situation. Et donc ces jeunes gens ne veulent plus travailler ou en tout cas, il y a des gros problèmes de recrutement pour cette désaffection sur le plastique. Donc je voulais que chacun de ces fils soit là tout entier. Oui, mais moi justement, je voulais parler de vous d'abord parce que lorsqu'on lit ce livre, on se dit mais qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Alors on imagine qu'elle habitait là-bas, sur place, qu'elle est restée longtemps, elle a noué des relations, puisque donc vous payez un billet de train à Gérald Thomassin lorsque je dîne au restaurant avec le père de la victime. Enfin, effectivement, et ça c'est vrai que quand vous travaillez longtemps sur une affaire comme celle-ci, petit à petit, vous rentrez dans l'intimité des gens et eux dans la vôtre d'ailleurs. On finit par se demander des nouvelles. Et c'est à la fois ce que vous voulez, parce que vous voulez faire ce livre, vous voulez que les gens se racontent, en tout cas pour partie. Et à la fois, c'est ce que vous redoutez, parce qu'il y a cette fameuse ligne rouge du journaliste qui ne doit pas être trop proche de sa source, qui ne doit pas prendre parti, et qui, je pense, est vrai dans le cas d'un fait divers. Mais je plains encore davantage mes confrères qui travaillent en politique et qui suivent les pas d'Emmanuel Macron pendant 6 ans, et ce qui est également très compliqué. C'est-à-dire, les Américains ont une expression qui est plus cash que la nôtre. Ils disent qu'il ne faut pas tomber amoureux de ses sources. Et, ni les détester d'ailleurs, je pense que c'est l'autre piège. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se demande est-ce que je suis trop proche, pas assez proche. C'est vrai que en journalisme, c'est un des problèmes majeurs. Mais à la fois, c'est extrêmement important parce que ce que vous faites, c'est vraiment un récit extrêmement documenté de la vie d'un village. Et vous dites d'ailleurs, Florence Aubenas, à un moment, que Gérald Thomassin, donc cet acteur marginal qui a été accusé du meurtre parce qu'il y avait une sorte d'évidence, il habitait à côté de la poste, il avait un couteau. Finalement, on ne comprend pas très bien pourquoi il est accusé, parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles au début, d'ailleurs, il n'y en aura pas non plus à la fin. Et vous dites, un journaliste a fait une erreur, il a dit qu'il avait été reconnu par son ADN. Oui, alors je pense que dans la construction d'un coupable, dans l'image d'un coupable, beaucoup de choses rentrent en compte. Donc il y a qui vous êtes, où vous habitez, est-ce qu'il y a des éléments matériels, est-ce qu'il y a voilà. Et chaque petite chose compte. Et aujourd'hui encore, alors que effectivement il y a de l'ADN dans cette poste qui n'est pas celui de Gérald Thomassin, certaines personnes continuent à dire sur la foi d'une publication dans un journal local que c'était son ADN. Donc c'est vrai que ça, c'est une des choses vraiment... Enfin, je dois dire, ça fait longtemps que je travaille sur des affaires judiciaires, donc je le savais, mais il y a cette volonté de la justice de dire il faut un coupable, il faut quelqu'un. On ne peut pas laisser une affaire irrésolue, en tout cas. Alors maintenant, on dit cold case, mais... Et il y a vraiment cette volonté de dire il faut désigner quelqu'un. Et c'est au point où, au bout de 10 ans, toujours aucun élément matériel n'accuse Gérald Thomassin, mais plusieurs magistrats disent écoutez, on va quand même faire un procès aux assises, parce qu'il faut montrer qu'on a travaillé, il faut dire ce qu'on a les éléments qu'on a engrangés pendant ces 10 ans, et finalement, les jurés trancheront. Donc, c'est à eux de décider. S'il la quitte, il la quitte. S'il ne la quitte pas, eh bien, tant pis pour lui. Et ça, c'est vraiment une chose très particulière des institutions judiciaires, de ne pas vouloir laisser cette chaise du coupable vide et ne pas laisser un box vide dans une cour d'assises. Et puis, toujours lorsqu'on s'interroge sur la vie de Florence Aubenas, on se dit que Catherine Burgot, donc cette femme qui est finalement le meurtre, qui est celle que l'on va retrouver morte et qui est en quelque sorte l'argument, absolument l'argument qui a été au cœur de l'Inconnu de la Poste, le livre que vous publiez, c'est 3 ans après votre enlèvement à Bagdad, lorsque vous étiez donc reporter là-bas pour effectuer un reportage sur les réfugiés de Falloujah. Florence Aubenas, ça veut dire que forcément votre relation à l'enfermement, celui de Gérald Thomassin, mais aussi l'enfermement en général, il n'est pas neutre. Non, il n'est pas neutre, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai découvert, en tout cas en ces termes, en Irak. C'est-à-dire que j'ai commencé à être journaliste au service Info Géné, Information Générale,
de Libération. Information générale veut dire beaucoup de faits divers, beaucoup de police, beaucoup de justice, les informations françaises. Et alors ça a été le grand désespoir, puisque vous me demandez de parler de moi, le grand désespoir de ma famille qui disait mais non, mais ce serait bien que tu sois critique littéraire, que tu aies ce genre de choses. Je me souviens, mon père m'avait offert un stylo Montblanc en se disant ça y est, elle va être journaliste. Et donc de voir en me disant mais tu vas faire tout le temps les chiens écrasés, et c'était vraiment, je crois qu'il y a cette image du fait divers qui est resté quelque chose de très populaire. Le lire est quelque chose de dégradant, en tout cas dans l'acception générale. Et petit à petit, aujourd'hui, je pense que l'image du fait divers est en train de changer. Alors, ça l'a beaucoup été. Beaucoup d'affaires françaises ont donné lieu à des grands livres. J'ose même pas parler ni de Flaubert, ni de Stendhal. Mais c'est vrai, personne n'aurait honte d'avoir lu Madame Bovary ou Le Rouge et le Noir. Mais néanmoins, le lire dans les journaux avec ce gros titre, ces photos, etc., ça a toujours un peu sali les doigts des lecteurs de politique ou d'international. Et aujourd'hui, c'est vrai que les choses, je pense, sont en train de changer dans les journaux. Quand on voit qu'un journal comme Society qui consacre de très longs reportages à l'affaire du pont de Ligonnès et qu'on se rue dessus... Je vais y revenir, mais parlez-nous de vous. Lorsque vous avez été enfermé, retenu en otage, vous êtes devenu le visage le plus célèbre parmi les journalistes de France. Il y avait votre photo partout, Florence Aubenas, ça ne peut pas être neutre. Bien sûr, c'est pas neutre, mais très sincèrement, je pense que ce serait artificiel de faire un lien avec ce livre. Enfin, je pense pas qu'il y ait quelque chose à voir entre ce fait divers et... En fait, le parallèle, je ne sais pas, le fait de... je ne vois pas où vous voulez en venir, en un mot. Alors, je vais vous raconter où je veux en venir. Le fait de raconter la vie des autres, le fait de prendre des risques, comme vous l'avez fait en étant sur des terrains de guerre, c'est, à mon avis, aussi une manière de se mettre à distance. J'ai toujours été fasciné par les journalistes de guerre qui prennent des risques, parce que je me dis que finalement, c'est une manière de taire leur intériorité. Et lorsque vous écrivez un récit comme L'inconnu de la Poste, où on ne vous voit pas, on peut vous imaginer, mais finalement, je ne vous vois pas, je vous ai interviewé de nombreuses fois, j'ai quasiment lu tout ce que vous avez écrit, mais finalement, je ne sais pas très bien qui vous êtes. Et c'est une drôle de chose, parce que si vous étiez romancière, je saurais qui vous êtes. Peut-être, mais à la fois, si vous voulez... Par exemple, j'ai écrit un livre avant qui s'appelle Le Quai d'Ouistreham, sur lequel, justement, c'était la recherche d'emploi d'une femme de mon âge, de plus de 50 ans, partant de crise. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme type de boulot ? Là, c'était à la première personne. Donc, je sais pas, je pense pas que... Oui, mais vous étiez une autre. J'étais une autre, oui, on peut voir comme ça. Mais si vous voulez, je pense que... j'ose pas vous dire que vous seriez extrêmement déçu, mais C'est-à-dire que vous racontez la vie des autres. Bien sûr, c'est mon travail. Mais vous ne racontez pas la vôtre. Mais ça n'est ni mon but, ni ce que j'aime faire. Donc, si vous voulez, il y a des romanciers très talentueux qui le font. Moi, si vous voulez, pour moi, le cœur du métier de journaliste est précisément de raconter la vie des autres. Et je pense qu'au bout d'un moment, raconter à la première personne, dire moi, est très encombrant et très... presque parfois gênant dans des reportages. Vous parliez du journalisme gonzo. Exactement, voilà. C'était à ça que je pensais. Alors, il faut juste en deux mots le dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Ce genre, il a été créé aux États-Unis, et ce sont vraiment des journalistes qui se mettent en scène. C'est-à-dire, à la limite, vous apprenez pas grand-chose sur ce qu'ils font, vous apprenez quelque chose sur la relation qu'ils ont avec la chose qu'ils racontent. Bien sûr, mais je crois que chacun a sa façon, et ça n'est pas la mienne. Donc... si vous voulez, souvent on me pose cette question, mais c'est quoi votre vie privée ? Ma vie privée, je n'ose pas vous dire n'existe pas, mais il y a un peu de cette dimension, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis mon métier au cœur de ma vie, et c'est ce qui l'a conduit, et c'est ça qui me plaît, et c'est ça que j'aime. Et finalement, lorsque vous avez ce rapport-là, et également à la France, parce que donc... finalement, livre après livre, vous racontez la vie des humbles, vous avez fait de nombreux articles sur Outreau, puis sur Ouistreham, puis maintenant sur ce village, qui n'est d'ailleurs pas un village, comment dirais-je, qui se caractérise par sa pauvreté, par son taux de chômage. Pas du tout, au contraire. Un village bien portant. Coquet, mignon. C'est finalement aussi une manière de raconter la France, Florence Aubenas.
Oui, bien sûr. Et ça m'a beaucoup intéressé, ça m'intéresse toujours. C'est-à-dire qu'il y a ce retrait des services publics. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai entendu parler de ce fait divers, le fait qu'une postière meure dans sa poste avait une valeur symbolique très forte au moment où alors bien sûr, ça paraît un peu un grand écart, au moment où partout dans cette région fermaient les trésoreries, les sous-préfectures, les bureaux de l'État. Hein. L'État a fait d'immenses plans sociaux qui n'ont jamais dit leur nom et qui ont vraiment modelé un autre visage de la France. Quand on ferme un hôpital, c'est pas simplement les patients qu'on envoie ailleurs, c'est aussi les médecins, c'est aussi une désertification générale. Et ça m'a beaucoup intéressé aussi. C'est vrai que parler de la France, ça m'a semblé important. C'est-à-dire que quand je lis un fait divers, parce que je suis une lectrice de faits divers, ça me frappe toujours. Parfois, le meurtre semble abstrait, semble occuper tout l'espace. C'est-à-dire qu'on ne sait finalement pas trop où ça se passe. On sait un peu la classe sociale de la personne. Mais la géographie, le contexte, tout ça disparaît sous la violence d'une affaire judiciaire. Je pense par exemple à l'affaire Daval, donc ce jeune homme qui a récemment tué sa femme, qui a une histoire qui a passionné la France. Je ne pourrais même pas vous répéter l'endroit où ça s'est passé. C'est-à-dire que, elle a fait du jogging dans une forêt, je ne sais pas exactement où, et ça me frappe toujours beaucoup. Je pense qu'un fait divers est très ancré dans un territoire, au contraire. Et alors justement, il faut que je vous dise la vérité, puisque votre livre a été l'occasion, je vais vous la dire, Florence Aubenas, votre livre a été l'occasion d'un débat au sein de France Culture, où il a initié un débat. Alors non pas le contenu, parce que, encore une fois, c'est un très bon livre, on découvre votre manière d'écrire, on la redécouvre, donc on prend beaucoup de plaisir en le lisant, mais cette chaîne, France Culture, est une chaîne particulière, puisque dans les informations, dans les actualités, il y a 3 règles. Alors, ça n'est pas institutionnel, mais c'est plutôt suivi. On ne fait pas de commentaires de sondage, on parle peu ou pas du tout du sport, et on ne parle pas des faits divers. Et il y a eu un débat, faut-il ou non parler des faits divers ? C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu ce que le journal Le Monde était avant, où Beuve-Méry détestait qu'on parle des faits divers. Finalement, on applique la maxime de Bourdieu, les faits divers font diversion, et c'est la raison pour laquelle on rechigne en quelque sorte à en parler. Vous ne suivez pas évidemment le même chemin, Florence Aubenas. Expliquez-nous pourquoi. Il y a un débat, on ne sait pas s'il faut en parler ou pas. Vous avez choisi d'en parler. J'ai choisi d'en parler et je pense tout à l'inverse qu'ils ne font pas diversion, mais qu'ils sont au contraire profondément politiques. C'est-à-dire qu'un fait divers semble être une histoire intime, personnelle, entre des personnes. Et en fait, on se rend compte que la vie française, l'histoire de France, finalement, est ponctuée par ce qu'on appelle des faits divers et qui n'en sont pas. Je pense par exemple à l'affaire Pierre Goldman, qui a été une des grandes affaires post-68, où Pierre Goldman était accusé d'avoir tué une pharmacienne. Il l'a nié et son débat est devenu celui de toute une gauche française qui voyait des injustices. Le pull au vert rouge de Gilles Perrault, c'est un peu la même chose. Ça a viré sur la peine de mort. Faut-il ou pas abolir la peine de mort ? Et donc, je vous rappelle l'affaire Grégory, qui a aussi donné lieu à des textes de Marguerite Duras qui ont été très contestés d'ailleurs. Mais je pense que le fait divers et la justice, qui touche quand même aux libertés fondamentales, c'est les grands principes, la présomption d'innocence, la justice, comment est-on jugé, comment ça se passe, l'enfermement. Je pense au contraire que c'est au cœur de la politique et de la vie politique française. Et donc, regardez, beaucoup de campagnes présidentielles se sont faites. Je pense par exemple à celle de Jacques Chirac, qui s'est faite autour d'un fait divers, soi-disant, je dis soi-disant puisqu'on s'est rendu compte ensuite que cette affaire n'avait pas eu lieu, soi-disant un nonagénaire, un vieil homme en tout cas, s'était fait attaquer, donc c'est bien, la France avait peur, et donc c'est à la fois un ressort et une peur qu'on agite constamment, par exemple le Rassemblement national aussi, on a fait un de ses étendards, et donc loin d'être cette chose qui serait un peu dégoûtante et qu'on ne regarde pas parce que c'est quand même le voisin qui a tué la voisine.
Pas du tout, je pense que c'est au cœur des débats et au cœur de la politique. Alors d'ailleurs, demain, le temps du débat de Raphaël Bourgois va faire un débat, non pas autour du livre de Florence Aubenas, mais autour du thème « Le fait divers fait-il diversion ?» J'en profite pour l'annoncer, Florence Aubenas. Le fait de considérer qu'il y a une lecture du social dans tout fait divers. Et du politique. Mais parce que ce sont quand même des cas extrêmement particulier, c'est-à-dire que dans le social, on peut faire des grandes séries, des régularités observables, alors que dans un fait divers, ce qu'il y a, c'est surtout de l'atypique et de l'extraordinaire. Cet extraordinaire répond en fait à chacun de nous. Alors, je ne pense pas que un mari qui bat sa femme ou une femme morte sous les coups de son mari soit un fait divers. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas voir la dimension politique. Ce n'est d'ailleurs pas de cela dont l'inconnu de la Poste Pas du parle. tout, pas du tout. Mais cela dit, on ne peut pas imaginer que ce ne soit pas politique aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ce domaine-là envahit les débats, envahit les rangs de l'Assemblée, et heureusement. Mais pendant très longtemps, un mari qui battait sa femme. Écoutez, j'ai fait récemment un reportage dans une gendarmerie. Un des gendarmes me disait, j'ai commencé il y a 20 ans, et il y a 20 ans, un mari qui battait sa femme, on se disait, il faut vraiment qu'il y ait du sang pour qu'on porte plainte. Il y a 20 ans, c'est-à-dire c'est très récemment. Lui-même disait, quand j'ai vu, une fois je suis allée intervenir comme ça dans un foyer, et la femme criait, je me suis dit, oh là là, elle fait bien du bruit, moi aussi je comprends qu'il la tape. Et je veux dire, ça, c'est profondément politique. Vous ne pouvez pas ne pas voir ça. On ne peut pas voir simplement... Et c'était à l'époque considéré comme un simple fait divers, qui ne valait même pas une plainte en justice. Donc je crois ça tout à fait au contraire. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, Florence Aubenas... Qu'est-ce qui est judiciarisé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est un meurtre? Là, par ailleurs, dans l'inconnu de la Poste, il y a... on pourrait d'ailleurs même présenter ce livre ainsi comme le récit d'une erreur judiciaire. C'est pas une erreur puisqu'il est mis hors de cause. Oui, mais il a quand même passé... Il a passé 3 ans en tôle. 3 ans en prison. Et donc une autre personne a été arrêtée qui nie également, donc présumée innocente bien sûr. Mais c'est vrai que ce fonctionnement de la justice, ce fonctionnement des institutions, il est au cœur des choses et au cœur de nos libertés. Prenez par exemple Gérald Thomasin. Parmi les choses qui font qu'on l'accuse, on dit voilà, mais cette personne, il est acteur. Il est acteur, un acteur, ça ment. Et sa filmographie devient finalement un casier judiciaire. Et je pense que au contraire, le fait divers est au cœur de la politique. L'inconnu de la Poste, votre livre, Florence Aubenas, aux éditions de l'Olivier. Donc, ce débat sur le fait divers qui ferait diversion dans le temps du débat de Raphaël Bourgois, demain à 18h10.